Et c'est le Brent à son tour qui passe sous les $80 pour la première fois depuis septembre 2010. Ça ne s'arrête pas là. Alors traditionnellement, depuis quelques années, à cause de l'interdiction d'exportation des pétroliers américains, parce que sinon il faut rappeler que le pétrole américain est de meilleure qualité et donc devrait théoriquement valoir plus cher que le pétrole Brent de la mer du Nord. Oui, la baisse a du mal à être enrayée pour l'instant. Pourquoi ? Parce que on a un espèce de cafouillage au niveau de l'OPEP. On ne sait pas trop quelle décision va prendre l'OPEP lors de sa prochaine réunion qui a lieu le 23 novembre à Vienne. Les gens espéraient que l'OPEP déciderait de réduire la production. Les dernières déclarations du ministre du pétrole saoudien et du secrétaire général de l'OPEP laissent entendre le contraire. Et donc aujourd'hui, on a un peu dans une situation... Al-Naimi, le président, le ministre du pétrole saoudien a déclaré qu'il n'y avait pas de guerre des prix, que le business était comme d'habitude et qu'a priori, il n'y avait pas de raison. C'était le marché qui fixait le prix du pétrole et qu'il n'y avait pas de raison de changer la production. Et dans le même temps, le secrétaire général de l'OPEP, El Badri, a dit à peu près la même chose. Donc on ne sait pas trop où on va, parce que dans le même temps, vous avez des pays comme le Venezuela, comme l'Équateur, qui ont demandé, comme la Libye également, ont demandé qu'on fasse quelque chose pour abaisser pour permettre au prix du pétrole de remonter et donc abaisser la production de l'OPEP. Alors qu'est-ce qui est en train de se passer ? En fait, il se passe sous nos yeux quelque chose d'énorme dans le marché du pétrole. Ça fait maintenant 40 ans que l'OPEP décide du prix du pétrole. Oui. Et aujourd'hui, cette suprématie est remise en cause. Pourquoi ? Parce que ce sont les pétroles de schiste qui sont le baril marginal de production du pétrole. Et donc, en fait, ce que l'OPEP est en train d'essayer de faire, c'est de garder son rôle stratégique de fournisseur en dernier ressort du pétrole au marché. Donc, qu'est-ce que peut faire l'OPEP ? En réalité, pour moi, l'OPEP, à la réunion du 23, n'a pas beaucoup de solutions. Elle va être obligée de faire quelque chose. Elle va être obligée de réduire sa production. Pourquoi ? Parce que si elle ne fait rien, ça revient à dire on essaye de faire baisser la production de pétrole de schiste. Or, si on regarde les choses de façon claire, et l'Arabie Saoudite le sait, la production de pétrole de schiste ne réduira pas tout de suite. Pourquoi ? Parce que on l'avait vu sur le gaz de schiste, c'est un bon précédent. Quand les prix du gaz se sont effondrés, le nombre de puits creusés aux États-Unis s'est effondré lui aussi, pour tenir compte justement de cette baisse d'investissement à cause de la baisse de rentabilité. Mais les puits déjà creusés, eux, ont continué à donner. Et donc, on a eu une production qui a continué pendant 2 ans à grimper avant de se stabiliser. Donc ça va faire trop long pour des pays comme l'Équateur, comme le Venezuela, pour attendre de voir les prix du pétrole. La meilleure manière de rapidement inverser la vapeur, si je puis dire, sur le, et de reprendre sur le marché, c'est de couper et de reprendre la main, c'est de couper la production. Mais il faut couper beaucoup. Il va falloir couper au moins 1 million, voire 1,5 million de barils par jour. Et le message, à mon avis, que l'Arabie Saoudite essaye de faire passer aux autres membres de l'OPEP, c'est « je ne ferai pas ça toute seule ». Oui. Vous avez besoin de vous aussi venir m'aider. Je ne serai pas pour une fois la personne qui ferme le robinet tout seul. Je veux bien prendre ma part, mais vous devez vous aussi assumer vos responsabilités si vous voulez que l'OPEP reste forte. On va marquer une première pause dans un instant. Petit détour par Wall Street. Sabrina, justement, là, juste pour prendre rapidement la température, les marchés américains là, ont marqué une pause hier, finalement, pour mieux repartir aujourd'hui. Ouais, même si on regarde depuis quelques minutes, là, on s'essouffle pas mal, on progresse de 0,6%. Il y a encore une demi-heure, on est sur une hausse de désormais 0,2%, 4684 points pour l'indice Nasdaq. Le Dow Jones également s'affaiblit un petit peu, plus 0,3%, le S&P 500 plus 0,1%. On verra d'ici la clôture si ça repart. En tout cas, c'est une journée qui est marquée par une forte actualité entreprise. A tout de suite Sabrina, et on retrouve également dans un instant nos 2 invités du Club de la Bourse, Benjamin Louvet, Prime Finance, et Didier Demester, Talence Gestion. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Du lundi au jeudi sur BFM Business, à 18h, le grand journal. Un nouveau regard sur l'écho. Venez tourner les pages de l'actualité. Edwige Chevrillon reçoit chaque soir les grands acteurs économiques du jour. Le grand journal d'Edwige Chevrillon, du lundi au jeudi, 18h, 19h, sur BFM Business. Appelez-moi le directeur. Monsieur. Alors, les niches se font rares par les temps qui courent. Et j'en fais quoi, mon petit trésor? Oh, qu'il est mignon. Chez Mav, pas de niche.
Bien qu'en 2013, votre trésor aurait pu bénéficier d'un taux de 3,01%. Sur le support euro de notre assurance vie Winalto. Maximum de confort en toute sécurité. Une sécurité absolue. Absolument. Et ça marche aussi pour mon grand magot? Aussi. Autre chose, j'en peux. On l'aura un jour. On l'aura. BFM Business, toutes les émissions, toutes les interviews en replay, connectez-vous sur bfmbusiness.com. Toute l'info, toute l'écho, à la carte, bfmbusiness.com. Toute l'actu écho, analysée et commentée, thème par thème. Sur bfmbusiness.com, écoutez ou regardez le live, réagissez en direct aux émissions. bfmbusiness.com, l'économie sur mesure. Pour performer, les investisseurs actions gèrent une masse considérable d'informations provenant des entreprises et des marchés. Equity GPS, société française, traite méthodiquement cette masse chaque nuit pour restituer à ses clients un diagnostic boursier rationnel sur les valeurs, les secteurs et les pays qui les intéressent. Equity GPS, votre outil d'aide à la décision en investissement action. bfmbusiness.com. Toutes les émissions, toutes les interviews en replay, connectez-vous sur bfmbusiness.com. Et le CAC 40 qui n'a pas fini d'osciller. Beaucoup de volatilité quand même sur cette journée puisqu'on repasse négatif symboliquement, moins 0,01%. 4179 points. C'est vrai que les marchés sont en train d'effacer leur hausse là depuis quelques minutes sans nouvelle apparente particulière. Du côté des marchés américains, on verra ça dans un instant avec Sabrina. Juste un mot quand même de Alstom qui gagne 2,5%. À l'inverse, Alcatel-Lucent recule de plus de 3%. Et puis parmi les publications du jour, on peut noter Téléperformance qui fait partie des rares sociétés quand même qui relèvent coup sur coup ses prévisions, ses objectifs de croissance. C'était le cas en juillet, c'est le cas sur la publication trimestrielle du troisième trimestre. Téléperformance qui gagne 7% sur cette annonce, 55 €. Et puis Iliad là qui vient d'effacer tous ses gains. Le titre était quand même en belle hausse aujourd'hui après la publication trimestrielle. Il revient à l'équilibre en fin de séance. Le CAC à l'équilibre donc 4181 points. Et Wall Street là aussi, vous nous le disiez Sabrina juste avant la pause, qui est en train de connaître un petit coup de mou. Bah oui, effectivement, une petite rumeur qui circule. En tout cas, rien d'officiel pour le moment, si on regarde un petit peu du côté de l'actualité. Mais effectivement, on réduit nettement ces gains sur les 3 indices américains. On grimpait de 0,6% sur le Nasdaq il y a encore 30 minutes. On ne prend plus que 0,1% sur l'indice, 4619 points. Même configuration pour le S&P 500, 2039 points. On ne prend plus que 0,1%. On voit bien qu'on a un gros coup de mou sur les 3 indices, 17 659 points, plus 0,3% pour l'indice Dow Jones. On verra si on est sur une tendance, si on se renverse sur ces marchés américains ou c'est juste une petite pause. On verra si on se reprend. Vous avez Procter & Gamble du côté des entreprises qui est sur le devant de la scène. Le titre est à l'équilibre avec Warren Buffett qui achète à Procter & Gamble les piles Duracell, 4,7 milliards de dollars. Ça se fait par échange d'actions et puis aussi une petite partie cash. Warren Buffett qui était l'actionnaire majoritaire, l'un des principaux actionnaires de Procter & Gamble. Le titre donc à l'équilibre. Vous avez Hasbro, DreamWorks également sur le devant de la scène. Hasbro qui serait en train de discuter pour mettre la main sur le studio d'animation DreamWorks. Une opération à plus de $30 par action. On est actuellement à $26,12 sur le titre DreamWorks, plus 17% pratiquement. Ça va pas très fort en revanche pour Hasbro. On s'interroge sur la stratégie du groupe, moins 6% pour le titre du fabricant de jouets. Et puis beaucoup de résultats d'entreprise encore. C'est plutôt pas mal aujourd'hui. La distribution Walmart qui prend 3,6% des résultats supérieurs aux attentes, un chiffre d'affaires à 118 milliards de dollars et surtout ici aux États-Unis, on est en hausse sur le 3e trimestre. Pour la première fois en 7 trimestres, les opérateurs applaudissent le titre Walmart, plus 3,6%. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse.
avec nos invités en plateau ce soir, Didier Mester, le président de Talence Gestion, et Benjamin Louvet, associé gérant de Prime Finance. Didier, vous nous le disiez tout à l'heure avant la pause, le marché européen pour vous est encalaminé. Ça fait quand même des années qu'on sous-performe là par rapport au marché américain qui lui est au top. Alors même s'il y a un petit coup de faiblesse là sur les indices américains, on était encore sur des niveaux records intraday pour le S&P 500 depuis à l'ouverture tout à l'heure. Absolument, on n'arrive plus du tout à suivre le marché américain. En fait, la corrélation était excellente pendant 20 ans, jusqu'en 2009. En gros, ça se suivait très bien. Et depuis 2009, si on prend l'indice 100 en 2009, on est à 120 sur l'Eurostoxx et on est à 220 sur le marché américain. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un spread énorme qui s'est constitué. Alors, qui est assez logique aussi, parce que si on regarde les marges des entreprises américaines, on est à 9 points, on a 4 points de plus que les marges des entreprises européennes. On le sait bien aussi, les résultats en masse sont bien supérieurs à 2007 aux États-Unis, alors qu'en Europe, on est bien inférieur, 20% inférieur. Donc, c'est assez logique, mais ça veut dire aussi que il y a quand même un potentiel, parce que si on croit au cycle, et moi j'y crois, je pense qu'on va avoir un jour un retournement, une inversion de la courbe. Il y a un risque de bonnes nouvelles en Europe, c'est ce que vous nous dites, Didier ? Je pense que, alors risque de bonnes nouvelles, faut être très prudent. On va garder des taux d'inflation très bas, donc des taux d'intérêt relativement bas, donc on a une prime de risque qui est très confortable quand même. Ça veut dire que acheter du taux européen, bon maintenant, je pense que c'est pas forcément la meilleure chose à faire, donc il faut trouver autre chose. Et je crois que les actions apportent une solution. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est la zone où finalement la Banque centrale va opérer. Il l'a dit, on pourrait y revenir, mais ça, c'est quelque chose d'assez puissant pour une zone. Et puis, on voit bien, les résultats micro sont plutôt bons dans l'ensemble. Et les entreprises européennes résistent. Plutôt bon. Enfin, okay, voilà. Qu'est-ce qu'on met derrière ? Qu'est-ce que ça veut dire plutôt bon, Didier ? Plutôt bon par rapport aux attentes. Oui, bien sûr, par rapport aux attentes. C'est-à-dire qu'on n'avait pas beaucoup d'attentes et finalement, c'est pas mal. On était assez noir en termes d'attente sur le troisième trimestre. Voilà. Et puis, il y a aussi le fait que quand même, la baisse de l'euro et la baisse du prix du pétrole sont des éléments exogènes qui sont assez favorables pour les entreprises. Donc ça, c'est pas intégré encore les analystes, le marché, tout ça. On n'a pas encore. C'est trop frais, alors, trop récent. Ce qu'on peut espérer, c'est que les prévisions pour 2015, pour une fois, soient atteintes. C'est-à-dire que chaque fois, on est très optimiste et puis on n'atteint jamais les prévisions des analystes. Peut-être que cette fois-ci, on aura une situation un petit peu meilleure. Il suffit d'avoir un tout petit peu de croissance. Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, on ne passe pas de l'autre côté de la barrière, ce qui est quand même limite. On verra les PIB français demain et allemands, on verra. Mais on est quand même très, très limite. Donc, il faut reconnaître que ce n'est pas évident. Maintenant, c'est possible. Et donc, on a une zone qui a du potentiel. Benjamin, sur la BCE, un mot là-dessus, parce que je le répète encore, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais Benoît Cœuré était à Paris vendredi dernier. Il y avait un grand symposium organisé par la Banque de France, donc il était entre Janet Yellen de la Fed et M. Kuroda de la Banque centrale du Japon. Donc je prends l'exemple volontairement de banques centrales qui ont fait massivement du QI. Et Benoît Cœuré, lui, il explique, évidemment, il a été très largement interrogé sur la réunion de jeudi dernier, la volonté de la BCE d'aller plus loin, sa crédibilité. Il commence son explication en disant, vous savez, la Banque centrale européenne n'est pas une banque centrale comme les autres. Et il développe parce que c'est une zone monétaire avec 18 pays différents, des logiques différentes. Donc voilà, on part pas du même point de départ que les autres banques centrales qui sont dans des fédérations ou dans des États, de simples États-nations comme le Japon. On cale les mêmes attentes sur la BCE que ce qu'on peut caler sur la Banque centrale du Japon et la Fed à l'époque, ou est-ce qu'on cale des attentes différentes ? Est-ce que le marché tient compte justement de la différence de la Banque centrale par rapport aux autres, ou la Banque centrale d'Angleterre ? Je crois, alors pour en revenir juste une minute sur les différentiels de croissance, je crois qu'il y a une chose importante aussi qu'il faut voir entre les États-Unis et l'Europe, c'est qu'aux États-Unis on a eu les pétroles de schiste. Et il n'y a pas longtemps chez vous, je crois Charles Gave rappelait que c'est 40 à 45% de la croissance, de l'explication de la croissance américaine de ces dernières années, le développement des pétroles de schiste et des gaz de schiste. Donc ça fait déjà une grosse différence. Pour ce qui est de la Banque centrale, je crois que la différence de perception vient aussi du fait de la façon dont est passé le message
du quantitative easing en Europe. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais on a commencé à voir Tim Geithner qui a commencé à parler de ses réunions avec Mario Draghi dans les témoignages qu'il a donnés. Il y a eu des fuites, c'est-à-dire qu'il a sorti un livre, Geithner, et puis pour écrire ce livre, il a fait des heures d'interviews avec des assistants qui compilaient tout ça. Et ce qui est sorti, c'est les notes justement de préparation du livre. Et donc il y a des choses en plus qu'il n'y a pas dans le livre. Typiquement, il en ressort que Mario Draghi n'avait pas vu avec les autres membres de la Banque Centrale Européenne le fameux whatever it takes qui a permis au marché européen de rebondir, puisqu'il dit, Tim Geithner dit, il l'a rajouté dans son discours juste avant la réunion. Donc le message a peut-être mis plus de temps aussi à passer en interne. Maintenant, si on réfléchit, quelles sont les autres options de la Banque Centrale Européenne aujourd'hui ? Objectivement, on n'en a pas. On a une inflation qui est à zéro, on a des dettes qui sont énormes, on est obligé de garder les taux bas et on est obligé de soutenir l'économie avec du quantitative easing d'une façon ou d'une autre. Voilà, donc on va y venir, on met du temps, effectivement, on n'est pas une banque centrale comme les autres, donc ça prend plus de temps qu'ailleurs, mais quelque part le sens de l'histoire il est là, et je pense aussi que ces politiques de soutien économique ne s'arrêteront pas non plus de sitôt dans d'autres pays, que ce soit le Japon, que ce soit les États-Unis même, on aura durablement des taux bas. Parce que le marché de l'emploi n'est pas reparti, parce que l'économie n'est pas encore suffisamment solide pour se tenir. Ça, alors, c'est favorable aux actions d'avoir dans un environnement de taux bas en relatif. Pourquoi les actions se tiennent aussi bien, même s'il y a beaucoup d'interrogations? Parce que, comme on le disait tout à l'heure, on est passé d'une situation où les investisseurs avaient la possibilité de placer leur argent avec un taux sans risque à une situation où les investisseurs ont la possibilité de placer leur argent avec un risque sans taux. Donc, quand vous ne pouvez plus gagner d'argent en plaçant votre argent dans les placements sécurisés, vous êtes obligé d'aller chercher du rendement ailleurs et donc d'aller chercher de l'argent sur les actions. Donc, aujourd'hui, le seul endroit où vous pouvez mettre votre épargne pour essayer de gagner de l'argent, c'est sur les actions. Et d'accepter un régime de volatilité différent aussi, parce que déjà c'est une classe d'actifs plus risquée et parce que depuis le mois d'octobre, on s'est aperçu que la volatilité pouvait revenir violemment, brutalement. Ouais. C'est des épisodes qu'on peut encore connaître, ça Didier, ou c'est juste, je sais pas, on a avalé de travers là au mois d'octobre. Octobre est traditionnellement un mois qui d'ailleurs est plutôt bon pour les marchés, mais qui est volatile. Bon on l'a vu. De toute façon, les marchés ont besoin de respirer de temps en temps. Moi, je crois que Draghi est un homme qui a été nourri à l'école américaine, qui est donc pragmatique. Il a dit quelque chose de très important, c'est la taille du bilan. Alors on sait que c'est pas en achetant des ABS et des covered bonds qu'on va y arriver, donc forcément il y aura une solution non conventionnelle. D'ailleurs il l'a dit aussi qu'il préparait ses équipes, donc si on n'entend pas ça, franchement, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les baisses de marché, quand on se décourage et quand on a de la volate, il faut plutôt en racheter. Voilà. Bon, et on rachète quoi? On se positionne sur quoi? Parce que vous avez des idées, vous lancez un nouveau fonds, Didier, ça veut dire que vous avez des idées sur le marché. C'est quoi les idées que vous voulez mettre en avant, les thématiques, et les stratégies d'investissement là? Nous, effectivement, on a lancé un fonds qui est basé sur les valeurs dites en retournement, c'est-à-dire en fait des valeurs qui ont connu des difficultés, des sociétés qui ont connu des difficultés, qui ont fait un acte de gestion fort, changement de management, restructuration financière, industrielle, et on a choisi en France et en zone euro 35-40 valeurs dont on considère qu'elles vont réussir cet acte de gestion et donc ce retournement. Donc, comme on est plutôt positif sur le marché européen à 3 ans, donc c'est un fonds à échéance, donc on se donne 3 ans. Si le marché monte et si en plus nos sociétés se retournent, comme on le pense, dans la mesure où on a adopté une discipline, c'est-à-dire qu'on vendait les titres dès qu'on a atteint l'objectif de cours qu'on s'est fixé, et donc on garde la plus-value et on la sécurise, on devrait faire un beau parcours avec ce fonds. Et c'est des sociétés, alors souvent qui ont des parcours boursiers très très compliqués, on en a tous quelques idées en tête. Ça veut dire quoi? Vous considérez aujourd'hui sur ces sociétés qu'au regard de l'acte de gestion fort, au regard de la valorisation, il y a plus à gagner qu'à perdre sur ces entreprises-là. Voilà, c'est des sociétés dont on considère qu'elles n'ont plus de risque d'existence, parce qu'elles se sont restructurées, qu'elles ont refait leur bilan ou qu'elles ont une bonne stratégie qu'on a validée. Et donc notre pari, c'est que le marché va le valider un peu plus tard, et donc qu'on aura anticipé ce re-rating. Des situations spéciales. Au-delà de ça, il y a des segments de marché qui sont un peu chers aujourd'hui. On voit que tout le monde là s'est rebalancé sur les marchés américains. Les valeurs défensives sont quand même aujourd'hui très recherchées. Les stratégies de rendement sont très recherchées au détriment des cycliques. Est-ce que tout ça peut changer, ou est-ce que ce mode un peu défensif là peut perdurer sur les marchés selon vous, Benjamin, dans l'ambiance actuelle là? Je dirais que moi, il y a surtout des secteurs que j'éviterais aujourd'hui. Effectivement, je reviens un peu sur mon domaine, mais c'est vrai que dans le domaine des matières premières, aujourd'hui, il y a des secteurs qui sont
qui sont un peu dévastés, notamment le secteur des minières et des mineurs aurifères en particulier. Ça peut paraître une bonne occasion. Là, les minières sont aujourd'hui, quand on regarde l'indice FTSE Gold Mine, je crois qu'on est au plus bas depuis plus de 12 ans. Je crois qu'on est revenu sur les niveaux de 2001. Et pourtant, je ne suis pas certain qu'on puisse revenir encore sereinement sur ces valeurs parce que malgré tout, les cours de l'or ayant baissé très fortement, ces sociétés-là sont obligées pour leur rapport financier d'évaluer leurs réserves. Pour ça, elles prennent un cours théorique de l'or, ce qui leur fait dire qu'elles ont une réserve d'un certain nombre d'onces, mais si le cours baisse, il y a des onces qu'on n'ira pas chercher. Donc là, les réserves baissent, donc ça entraîne des dépréciations d'actifs, et 2, vous êtes obligé de revoir le prix des onces qui vous restent à la baisse. Donc ces valeurs-là, il y en a un certain nombre, Goldcorp, Newmont, ont encore des prix d'évaluation des réserves qui sont aux alentours de $1 200 ou $1 l'once, donc vont devoir... Donc il y a des effets qui sont encore à venir sur ces valeurs-là. Vous avez également les valeurs pétrolières qui, à mon avis, vont souffrir durablement sans doute de la baisse des prix du pétrole qu'on voit aujourd'hui. Donc on a pas mal effectivement de secteurs à éviter. Alors, messieurs, 17h30, c'est l'heure du fixing. On suit ça évidemment en direct comme chaque après-midi dans Intégral Bourse. Téléchargez l'application gratuite BFM Business et emportez